Le Caire est la plus grande métropole du monde arabe et du continent africain. Pliant sous le poids de ses 16 millions d'habitants, elle bat des records d'embouteillage, de bruit, de pollution et de poussière. La ville s'anime tôt le matin. Ici, le souk Khan el-Khalili, le plus grand souk du Caire. En bordure du souk, la mosquée El-Azhar, sans conteste la plus grande mosquée du monde musulman, avec sa magnifique cour à colonnes et sa grande salle de prière. Les maisons à moucharabier, ces grilles de bois qui permettent aux épouses d'observer la rue sans être vues. Les nombreux taxis qui sillonnent la ville font penser aux anciennes voitures Pi de la police parisienne. À 6000 km de sa source, le Nil traverse majestueusement le Caire. Ses rives abritent les quartiers les plus huppés de la capitale. Nous prendrons le bateau-bus, autre moyen de transport public, pour nous rendre au Vieux Caire. D'étroites ruelles nous mènent à l'église Saint-Serge, à l'église Sainte-Barbara, aussi à la synagogue Ben Azria, protégée par des soldats en armes. Enfin, l'église El Moualaka, aux belles et riches décorations intérieures. La citadelle qui surplombe le Caire fut bâtie par Salah el-Tim, le vainqueur des croisés. Ses murailles s'inspirent de l'architecture des châteaux forts construits par ces derniers. Au sommet de la citadelle, la mosquée Mohammed Ali date de la première moitié du XIXe siècle. Sa coupole est entièrement recouverte d'albâtre. Après une belle cour à portique, on pénètre dans la salle des prières. Cette mosquée est inspirée de la mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul. La terrasse supérieure donne la vue sur la mosquée Ibn Toubon, le plus ancien monument de la ville. Cette mosquée date du IVe siècle, du temps glorieux de l'islam conquérant. Dans le métro, pas un papier ne traîne. Interdiction de fumer. Les gros paquets sont interdits. Le wagon de tête est réservé aux femmes voyageant seules. Il est bon de se familiariser avec les chiffres arabes. Trop souvent, les prix réclamés à la caisse sont supérieurs à ceux affichés dans les rayons, quand ils le sont. On trouve dans le quartier du centre-ville de nombreux immeubles en pierre de taille de style haussmannien. Et toujours une grande animation. La périphérie du Caire est la place des artisans et autres ateliers. Le grand musée du Caire conserve tous les trésors des tombeaux des pyramides de l'ancienne Égypte. Les photos y sont interdites. La grande gare Ramsès est la porte vers le sud, vers Luxor, Aswan et Abou Simbel. En limite de la ville, les pyramides de Gizeh disparaissent peu à peu derrière les constructions. On découvre tout d'abord la pyramide de Képhren, la seule à avoir conservé à son sommet son aspect d'origine. La pyramide de Khéops, la plus haute, mesure 137 mètres. Elle en mesurait 146, mais on dit que les 9 mètres manquants ont servi
a terminé la construction de la mosquée El Azhar. Mykérinos est la plus petite. Le Sphinx, long de 73 mètres, est la représentation du pharaon Képhren, figuré comme un lion à tête humaine. Sur la route, en direction de Dachour, nous nous arrêtons pour regarder la récolte des dattes. La pyramide rouge fut élevée par le fils de Khéops. La pyramide rhomboïdale, qui subit un changement d'angle à mi-hauteur. Toutes deux furent construites vers 2500 avant Jésus-Christ. La pyramide à degrés de Saqqara date de 2800 ans avant Jésus-Christ. Elle est le tombeau du roi Djéser. C'est la plus ancienne construction en pierre de taille. Le bus local nous conduit à l'oasis de Siwa. Ici, le moyen habituel de transport est la carreta, c'est-à-dire la charrette à bourricot. Siwa est un nouveau village, moderne, construit en dur. À l'origine, les habitants vivaient à Chali, un ensemble de maisons fait de troncs de palmiers et de briques de terre, construits sur la colline qui surplombe l'oasis. Le village était fortifié. Mais les pluies torrentielles de 1926 ont eu raison de cette forteresse. Les habitants ont dû reconstruire leurs maisons au pied de la colline, cette fois en dur. Quelques rares irréductibles continuent à vivre dans cette ville fantôme. Nous négocions notre sortie du lendemain dans le désert libyen. Les palabres se font sur le trottoir, assis sur un tapis. Le thé est de rigueur. Avec l'acompte versé, notre guide improvisé partira aussitôt faire les achats de nourriture pour le lendemain. Ce premier soir, nous assisterons à l'illumination du vieux village de Chali avant d'aller déguster un excellent couscous. Siwa est le seul lieu d'Égypte où ce plat est cuisiné. Départ le matin en carreta. Nous visitons la montagne de la mort, appelée ainsi car il s'agit d'une ancienne nécropole romaine située sur l'une des collines qui surplombent l'oasis. On traverse le village d'Argumi, maintenant abandonné, mais ce fut le premier lieu de peuplement de l'oasis. Le temple de l'oracle. Ici, Alexandre eut confirmation qu'il était bien le fils du dieu soleil Amon. La source de Cléopâtre. Comme nous, elle y a pris son bain. Le Djebel Dakhrour est réputé pour ses bains de sable chaud qui soignent les rhumatismes. De son sommet, on jouit d'une belle vue sur l'oasis, le temple de l'oracle et le lac Salé. La matinée s'achève par un sympathique et copieux déjeuner dans la palmeraie. Le poulet est délicieux, d'abord bouilli avec des légumes, puis grillé sur les braises. À recommander. C'est en 4x4 que nous nous rendons au lac Salé de Tararem. La quantité de sel dans l'eau est telle qu'elle a la consistance de l'huile. Une île est maintenant reliée à la terre par un mauvais chemin. Étrangeté du lieu, au centre de cet îlot, une source alimente un grand bassin dont l'eau se déverse dans le lac par un large canal. Ce sera un délice de s'y baigner. Mais on ne peut s'éterniser.
sur le sable, il faudra baisser la pression des pneus. On repart pour découvrir des bassins alimentés par des sources chaudes, parfois ferrugineuses, parfois soufrées. Et quel délice quand l'eau avoisine les 40 degrés, à peine plus chaude que l'air ambiant. Encore quelques galipettes dans les dunes. Un dernier bain avant d'installer le campement pour la nuit. Nous serons de retour au petit matin pour prendre le car vers le Caire. Arrivé par le bus local à l'oasis de Béharia. Pas d'embouteillage dans la grande rue. Les chemins et sentiers du village sont encore plus calmes dans la chaleur de midi. On trouve un peu de fraîcheur dans la palmeraie. Je n'imaginais pas trouver des vaches au cœur du désert. Des sources jaillissent naturellement, ou bien sont captées par des motopompes. Ali, le guide, m'emmène dans la ferme de son frère. Ses neveux se chargent aussitôt de préparer le thé et une collation de bienvenue, la salade bédouine. Prendre une tomate bien juteuse et gorgée de soleil, bien l'écraser pour en faire une sorte de purée, faire ramollir dans de l'eau quelques quignons de pain bien rassis et servir sur un grand plateau à déposer au milieu des convives. Je visite également son élevage. Vaches, veaux et chèvres, qui sont parqués dans un enclos bien ombragé. Son voisin agrandit sa maison. Il fabrique lui-même ses briques de terre séchées. En avant pour le désert noir et le désert blanc, avec démonstration de conduite. Voici la montagne des Anglais. Sur ce sommet, lors de la dernière guerre, un fort fut érigé par les troupes anglaises pour surveiller la vallée. Pour les éviter, les Allemands se dirigèrent sur El Alamein, où ils subirent une lourde défaite. Ici, Ali m'invite à grimper sur ce sommet. Ça ne me paraît pas bien difficile. Je déchante vite. La descente sera encore plus acrobatique, mais le panorama en valait la peine. Cette montagne, sans doute à cause de sa forme, est appelée le baromètre. Autre lieu étonnant, la montagne de cristal. Espace protégé du désert blanc, conserver la nature. Ceci est un site protégé. Parquez-vous devant la barrière, ne rien casser. Les contraventions seront sujets à, selon la loi du... Voilà, il suffisait de lire. Ali s'arrête chez son cousin, qui est gardien d'un relais radio de l'armée. C'est le seul endroit où l'on pourra déjeuner à l'ombre. Nous voilà repartis. Voici ce qu'on appelle les fleurs du désert. Ce sont des cailloux roulés par le vent, devenus billes ou bâtonnets. Fantastique travail de l'érosion. Des fantômes de craie émergent de cet océan de sable. C'est le désert blanc. Le campement est installé pour la nuit. Quelques fennecs peu farouches viennent nous rendre visite. Dans la nuit, je serai même réveillé par l'un d'entre eux, venu crapahuter sur mon ventre. Au petit matin, retour vers l'oasis. Mes salam, Ali. See you soon.
C'est par le train de nuit que nous arriverons à Luxor. Un petit tour en calèche pour visiter la ville, la contourner et atteindre le grand temple de Luxor. Luxor est l'un des sites de l'ancienne ville de Thèbes, qui comprenait Luxor, Karnak et, sur l'autre rive du Nil, les immenses nécropoles des vallées des rois, des reines et des nobles. À l'entrée du temple, la statue de Ramsès et l'obélisque dont le jumeau fut offert à la France. Une voie dallée, bordée de sphinx à tête humaine, reliait à l'époque les temples de Luxor et de Karnak. Le temple est composé de cours, entouré de colonnes, de salles dotées de toits ou de plafonds, soutenues par des rangées de colonnes. Les fresques et les hiéroglyphes racontent les victoires de Pharaon, dont la fameuse bataille de Kadesh sur les Hittites. Le mot Karnak vient de l'arabe Eskarnak, qui signifie place forte. Le temple de Karnak est le plus grand complexe religieux de l'Égypte ancienne. Karnak est encore plus grandiose que Luxor. Les pharaons qui se succédèrent exprimèrent leur dévotion au dieu Amon, dieu du soleil, à la déesse Mout, son épouse, et au dieu Montou, dieu de la guerre, en y apportant d'importantes quantités de richesses provenant des territoires conquis. Pendant 20 siècles, des potiers, des tailleurs de pierre, des peintres travaillèrent dans ce temple. Ce n'est qu'au IVe siècle, après Jésus-Christ, qu'un décret de l'empereur romain Théodose entraînera la fermeture des sanctuaires, qui commenceront, dès lors, à être dépecés. Karnak ne sera redécouverte qu'au début du XVIIIe siècle. On arrive au lac sacré, dans lequel les prêtres se purifiaient selon un rituel bien précis. Le scarabée sacré, les guides nous informent. En faire le tour une fois pour attirer la chance, 3 fois en vue du mariage, 7 fois pour la naissance d'un enfant. Tout au long du fleuve, on trouve des nilomètres. Ces édifices servaient à mesurer la hauteur des crues du Nil afin d'estimer les récoltes et ainsi calculer l'imposition. Les 2 colonnes de même nom, haut de 20 mètres, semblent garder l'accès de la nécropole thébaine. Dispersées au pied de la montagne, plusieurs dizaines de tombes des rois de la 18e à la 20e dynastie. Toutes datent du Nouvel Empire. C'est ici que fut découverte, en 1922, la tombe de Toutankhamon par l'archéologue Howard Carter, dont on peut voir la demeure. Le temple d'Hatchepsout, creusé dans la montagne, présente une enfilade de terrasses pour accéder au sanctuaire. Les artisans qui travaillaient dans cette tombe vivaient dans ce village, où toutes les maisons sont bâties sur le même plan. Généralement, 3 ou 4 petites pièces avec une cave et un four. La vallée des Nobles se situe au-dessus du village de Gourma. Au sud de l'Égypte, voici Aswan, anciennement Sienne, de l'arabe Swanet, qui signifie marché. Le souk présente toutes les épices de l'Orient. Les artisans officient dans la rue. Ici, les boîtes de conserve ne sont pas perdues.
elles vont avoir une nouvelle vie. C'est aussi le balai incessant des felouks, encore l'un des principaux moyens de transport. Elles font partie du paysage. C'est à Aswan qu'était chargé sur les felouks tout ce que les caravanes ramenaient d'Afrique et du désert. L'or, le bois précieux, les ivoires, les peaux de léopard et les épices qui parfument encore aujourd'hui les souks. Sur la rive gauche, on aperçoit les tombeaux des nobles qui datent de l'Ancien Empire. Le petit kiosque, au sommet, offre un beau point de vue sur le Nil et les felouks. L'île Kirchner, appelée aussi l'île aux fleurs, doit son nom au consul général d'Égypte du même nom qui transforma ce bout de terre en un splendide et verdoyant jardin tropical où poussent toutes sortes de plantes. Le mausolée de l'Aga Khan, chef suprême d'une secte musulmane qui compte environ 4 millions de fidèles. L'Aga Khan désira être enterré en ce lieu où il séjournait tous les ans. Le chameau est la monture adéquate pour se rendre aux ruines du monastère Saint-Siméon. Cet édifice fortifié fut construit par les Coptes au VIe siècle. Ces ruines, au milieu de rien, produisent un fort effet de solitude. Sur l'île éléphantine, le village nubien. Le chef du village nous offre un thé, nous fait visiter sa maison, remplie de souvenirs, à regarder et à acheter. Le calme de ce village contraste avec l'animation de la ville sur l'autre rive. Les carrières de granit d'Aswan ont produit la plupart des obélisques de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, on en trouve dans le monde entier. Paris bien sûr, Londres, New York, Istanbul. Ici, un obélisque inachevé. Il est détaché sur 3 côtés, mais il apparaît une grande fêlure qui explique son abandon. Long de 42 mètres, il aurait pesé près de 1200 tonnes. Nous avons quitté Aswan en pleine nuit, en convoi et escortés par l'armée pour arriver à l'aube à Abou Simbel et assister au lever du soleil sur le lac Nasser. Le grand temple est consacré à Pharaon lui-même et au dieu Amon, dont il se dit le fils. Le petit temple est dédié à la déesse Hathor, déesse de la joie et de l'amour, figurée sous les traits de la reine Néfertiti, l'épouse préférée du pharaon.
Les hiéroglyphes et les bas-reliefs racontent l'histoire de Pharaon, dont, encore une fois, la célèbre bataille de Kadesh en Syrie contre les Hittites. Le barrage d'Aswan est un ouvrage colossal. Le lac artificiel qu'il a créé, le lac Nasser, est long de 500 km, dont 150 appartiennent au Soudan. Sa largeur varie de 10 à 30 km. Il est, par la capacité de sa retenue, 150 milliards de mètres cubes, le second du monde après celui du Zambèze. Au milieu du lac trône le temple de Philae. Comme les temples d'Abou Simbel, il fut lui aussi déplacé de son site d'origine, pierre par pierre, lors de la construction du grand barrage. Le temple de Philae aura été pendant des siècles le domaine d'Isis, qui régnait sur la vie, la mort et la résurrection. En tant que déesse mère, elle était associée à l'inondation, dispensant ses bienfaits sur l'Égypte. Le temple de Philae rassemblera les fidèles de l'ancienne religion jusqu'à sa fermeture par Justinien en 550 après Jésus-Christ. Dahab est une station balnéaire au bord de la mer Rouge. 2 jours de repos. Bain de soleil. Exploration des récifs, parterres vivants de coraux et de poissons exotiques. Après une longue marche de nuit, nous nous installons au sommet du Djebel Moussa. C'est ici que Dieu se serait révélé à Moïse. 1100 mètres de dénivelé de nuit pour assister au lever du soleil. Celui-ci apparaîtra sous les applaudissements. Et nous serons tout étonnés de découvrir tant de monde autour de nous. Puis, c'est la descente vers le monastère orthodoxe de Sainte-Catherine. On a du mal à imaginer que nous avions gravi tout ça de nuit. Le monastère Sainte-Catherine est le premier sanctuaire du christianisme. Dans un labyrinthe de cours, de passages et de jardins, il renferme une abondance d'œuvres d'art, d'icônes byzantines et de peintures murales. Nous reprendrons la route pour quitter l'Égypte, vers la Jordanie. C'est en ferry que nous atteindrons Aqaba, en Jordanie. La Jordanie est un petit pays de moins de 6 millions d'habitants et aux 3/4 envahi par le désert. Notre première visite sera pour la merveilleuse Pétra. L'accès au site se fait par un étroit sentier qui se faufile entre des parois rocheuses hautes de 100 mètres. La première vision est cet imposant monument, El Kasné, le trésor, sculpté au 1er siècle avant Jésus-Christ pour servir de tombe à un roi. L'ancienne cité nabatéenne est entièrement sculptée dans la montagne. Elle comprend des temples, des théâtres, des monastères, des habitations et des routes. Ce sommet, qui se trouve à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, était le lieu des sacrifices. Il faut encore grimper un parcours escarpé et monter plus de 800 marches taillées dans le roc pour accéder au monastère appelé Al-Daïr. À l'origine tombeau royal, il fut utilisé dès le IVe siècle en tant que monastère par les chrétiens byzantins. On ne peut quitter Pétra sans faire une promenade en bourrico-taxi, chameau, ni marchander quelques babioles.
En route pour la mer Morte. Nous ne sommes encore qu'à 15 km du rivage de la mer Morte et on nous annonce être au niveau des océans. Nous devrons descendre à moins 400 mètres pour être au niveau de l'eau. En chemin, nous croisons une Manon des sources locales. Du fait de l'évaporation et d'une alimentation insuffisante par les sources et les rivières, le niveau baisse d'1 mètre par an. Elle est très salée. Il est impossible de couler. Les Bédouins nous ont montré comment trouver la boue et s'en enduire. C'est, paraît-il, très bénéfique pour la peau. Cette boue contient toutes sortes de sels minéraux, sodium, magnésium et autres potassium. Il nous faudra bien nous laver dans l'eau de la mer avant d'aller nous rincer dans l'eau chaude d'une chute d'eau. Un vrai régal. À 800 mètres d'altitude, le mont Nebo est considéré comme le lieu où fut enterré le prophète Moïse après qu'il eut contemplé la terre promise. Un monastère y fut édifié. Puis, plus tard, une église, élevée depuis au rang de basilique. Le sol, miraculeusement préservé, date de 531. 2 bornes de l'ancienne voie romaine. Madaba est l'ancienne cité des mosaïques. Dans l'église Saint-Georges se trouve cette très ancienne carte mosaïque de la Terre Sainte qui date du IVe siècle. Zarkamaïn. Ici jaillissent, à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer Morte, une soixantaine de sources chaudes ou froides, riches en carbonate de calcium, chlorure de potassium, soufre, etc. Elles passent pour guérir les maladies des voies respiratoires et des rhumatismes. Jerash est, après Pétra, le 2e site touristique de Jordanie. Créée par Alexandre le Grand, cette ville fut grecque, romaine, puis byzantine. Ces derniers, au cours du VIe siècle, détruisirent une partie des temples pour y édifier des églises. Au 7e siècle, les Perses pillent les lieux, suivis par les Arabes. Enfin, au 8e siècle, des tremblements de terre achèvent la démolition. Aujourd'hui, seuls les touristes et les archéologues se disputent les ruines. Sur la route en direction d'Amman, nous nous arrêterons pour boire un thé. En 1921, Amman était un si petit village que lorsque le roi Abdallah décida d'en faire la capitale, il dut loger sous la tente. Aujourd'hui, elle compte plus d'1,5 million d'habitants. De nombreux sites archéologiques y ont été mis à jour.